Bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs. Nous remercions l'association, voire l'ONG Mami Global Network, et de même que le professeur Abouba, gastropédiatre de renommée de l'école de Dakar, en tout cas qui nous ont permis de partager en cette matinée les modestes contributions, en tout cas de notre pratique courante au niveau du centre d'Alibou Dabo, sur le binôme handicap moteur et nutrition du nourrisson. Pour rappel, je suis neuropédiatre, directeur du centre Talibou Dabo. Donc, cette association est fréquemment retrouvée. Souvent, il faut reconnaître que la nutrition pose de sérieux problèmes chez l'enfant handicapé moteur. Mais du moment que les parents et les équipes médicales fassent focus sur le handicap moteur et les pathologies handicapantes, euh, cette association n'est pas bien prise en charge, les troubles nutritionnels étant relégués souvent au second plan. Pourtant, ces désordres nutritionnels mettent en jeu le pronostic fonctionnel dans la mesure où si l'enfant ne bénéficie pas d'une bonne nutrition, le projet de rééducation est biaisé. Pour mettre en jeu également le pronostic vital dans la forme grave. Binôme intérêt scientifique, d'autant plus qu'il y a très peu, en tout cas, de publications sur ce binôme trouble nutritionnel handicap moteur. Donc, d'où l'intérêt, en tout cas, de susciter la recherche et de voir comment entrevoir les suites pour une meilleure prise en charge. Nous en venons à la prise en charge qui est multidisciplinaire, donc nous y reviendrons dans ces diapos, puisqu'elle fait intervenir des médico-techniques, de même que des paramédicaux dans le projet global de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Pourquoi nous parlons, en tout cas, de la paralysie cérébrale? Parce que la paralysie cérébrale, grande entité pathologique dont le dénominateur commun clinique est le handicap moteur lié à une lésion définitive cérébrale et non évolutive, et cette lésion pouvant être anténatale ou courte l'accouchement ou dans les 2 ans qui suivent l'accouchement, parce que tout simplement la paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez le nourrisson et l'enfant. Et c'est un problème de santé publique dans le monde, plus de 2 pour 1000 naissances. Nous avons également des atteintes périphériques paralysantes graves mais relativement rares. Nous avons des amyotrophies spinales progressives, nous avons des myopathies. Il faut reconnaître que dans notre pratique, nous avons également beaucoup de paralysie obstétricale du plexus brachial qui entraîne souvent une monoparésie qu'il faut prendre en charge, associée ou non à des désordres nutritionnels. C'est à voir. Mais dans la pratique courante, voici les principales pourvoyeuses, en tout cas de paralysie, en tout cas de handicap moteur chez l'enfant. Sans oublier les situations, en tout cas malformatives de l'appareil locomoteur, notamment les agénésies et les dysplasies osseuses. En pratique courante, cette année, nous avons reçu 752 enfants de 4 mois à 15 ans, de janvier à juin, au niveau du centre Talibou Dabo en consultation de neurologie pédiatrique. Nous avons colligé 248 cas de paralysie cérébrale, donc plus de 30% des enfants reçus, des nourrissons également, présentent une paralysie cérébrale. Nous avons 55 nourrissons de moins de 6 mois, faisant l'objet en tout cas de cette communication. Il faut reconnaître que le diagnostic est souvent tardif en pratique courante. Les gens attendent au-delà de 6 mois pour voir que l'enfant a des problématiques de posture pour venir consulter. Les directions se font rarement avant 1 ou 2 mois. Et nous sommes une structure hybride qui a une mission socio-éducative et médicale, raison pour laquelle nous recevons souvent les enfants en âge de scolarisation. Euh, Quand bien même nous recevons également de nourrissons plus précocement pour une prise en charge médicale, en tout cas holistique. Le tableau clinique global se présente comme suit. Nous avons un retard
posturomoteur euh, avec une prééminence de l'hypotonie axiale. Nous avons également des troubles du tonus musculaire, notamment une hypertonie. Dans la paralysie cérébrale, nous avons des formes relativement graves, tétraplégiques, avec un déficit des quatre membres. Ces formes font le lit, en tout cas, de troubles de la déglutition, de troubles de l'orimotricité, de la succion, et peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Autrement dit, les autres formes de paralysie cérébrale ont un pronostic vital superposable à celle de la population générale. Nous avons plus rarement des mouvements anormaux, une ataxie, et l'hypotonie généralisée également, non pas l'hypotonie axiale associée à d'autres signes, mais l'hypotonie généralisée est une forme rare. Sur une cohorte de 100 enfants, lors d'une étude réalisée au centre en 2021, nous avions une prééminence de l'hypertonie périphérique et de l'hypotonie axiale, pratiquement presque 50% présentaient cette hypotonie axiale. Nous avions également des crises convulsives dans plus du tiers. Pratiquement le quart présente une diplégie spastique, le syndrome de Little qu'on retrouve fréquemment chez les prématurés. Les autres signes, à savoir l'ataxie, étaient rares. D'autres présentations cliniques de la paralysie du nourrisson et de la paralysie infantile, ce sont les raideurs articulaires. Nous avons la peau sur les zones, notamment les arthrogryposes. Nous avons des déformations articulaires et l'absence totale ou partielle d'un segment de membre ou d'un membre. Sur cette iconographie, nous avons une fillette de 3 ans chez qui le diagnostic de syndrome d'Escobar a été posé grâce, en tout cas, à la diligence des équipes du CHU de Fan avec un test génétique qui a pu arrondir, en tout cas, le diagnostic, l'affûter davantage, disais-je. Et chez cet enfant, chez cette fillette, nous avons ces raideurs articulaires, cette arthrogrypose, nous avons des périgiomes qui sont des épaississements articulaires en regard des articulations qui limitent les mouvements et avec un déficit qui est quand même assez important, des problématiques de posture et très certainement des problématiques nutritionnelles, notamment liées à la déglutition, à la diversification. Comme comorbidité, nous avons l'épilepsie pour la paralysie cérébrale dans plus de 30% des cas, avec des crises récurrentes et des épilepsies symptomatiques qui sont parfois difficiles à prendre en charge, allant des épilepsies focales simples qu'on peut juguler grâce à une monothérapie, à des syndromes beaucoup plus complexes, notamment l'OS et le Lennox-Gastaut, qui sont responsables de crises polymorphes, mais également de troubles, en tout cas cognitifs. Et dans un contexte de handicap moteur, d'état de mal récurrent, nous avons forcément des troubles nutritionnels qui sont souvent relégués au second plan, mais qui engagent le pronostic fonctionnel et surtout le pronostic vital. Dans un contexte de troubles cognitifs avec un contexte social pauvre, la diversification alimentaire est hypothéquée, la curiosité alimentaire de l'enfant est mise en jeu. Donc, tous ces éléments concourent en tout cas à exposer ces nourrissons, ces enfants à des troubles nutritionnels. Le diagnostic proprement dit de la malnutrition protéinée énergétique se fera grâce à l'examen clinique avec le binôme taille-poids. Dans les formes graves, nous pouvons avoir surtout des œdèmes aux membres inférieurs. Il faut relativiser ces données par rapport à certains cas spécifiques, notamment certaines hémorragies spinales progressives, certaines neuropathies qui, en raison de la paralysie et de la fonte musculaire, peuvent exposer à un retard saturo-pondéral qu'il faudra interpréter en fonction de la situation. Mais globalement, il faut s'en tenir à ce que nous dit la société savante par rapport au retard saturo-pondéral pour poser un diagnostic précocement, voire avoir des éléments pronostiques en vue d'une prise en charge précoce. Chez ces enfants paralysés, nous avons des problématiques de posture, souvent des troubles de la déglutition avec un reflux gastro-œsophagien, une succion qui peut être limite avec des troubles de l'oromotricité,
chez les enfants lourdement handicapés, nous avons également des troubles respiratoires qui peuvent être liés à des pneumopathies d'inhalation, mais également à des atteintes nerveuses multiples, que ça soit une atteinte centrale comme une atteinte périphérique. Et surtout, il faut en tout cas ne pas ignorer cette ignorance des familles qui ne savent pas comment s'y prendre et qui n'ont pas les bonnes attitudes, qui n'ont pas les bons conseils pour une prise en charge, en tout cas de ces désordres nutritionnels au niveau familial. La conséquence de cette malnutrition, c'est les désordres inflammatoires, la baisse de l'immunité, les RGO, les reflux gastro-œsophagiens qui vont entraîner des pneumopathies d'inhalation, mais également la baisse de l'immunité qui va faciliter, en tout cas, la prolifération microbienne, engagement du pronostic vital et du pronostic fonctionnel. Une situation clinique à considérer dans ces déserts nutritionnels, c'est la surcharge pondérale. N'oublions pas que nous avons des enfants handicapés moteurs, des nourrissons handicapés moteurs, qui ont un problème de mobilité, qui ont un problème de posture, qui sont souvent, en tout cas, déséquilibrés sous le plan énergétique. Dans la mesure où ces enfants sont sujets à très peu de mouvement, euh, le chemin est balisé également pour la surcharge pondérale en cas de gavage excessif et surtout devant l'absence d'un projet de rééducation et de kinésithérapie, en tout cas bien conduit. Et nous prodiguons souvent la rééducation à base communautaire, les RBC, pour que les parents puissent avoir une attitude participative, en tout cas dans la prise en charge du handicap et des déserts nutritionnels. Le diagnostic se fera grâce aux éléments de l'interrogatoire, ça, notamment les circonstances de Gouet. Nous pouvons avoir une cassure de la courbe de croissance, un retard saturopondéral avec les déviations standards, plus de 3 déviations standards, au décours de crise d'épilepsie ou d'infection récurrente. L'examen physique mettra en exerce le retard saturopondéral, le déficit, le handicap et le comportement neurologique sera apprécié en consultation avec un focus chez le nourrisson sur les réflexes archaïques. Les aides au diagnostic, notamment l'imagerie, le scanner cérébral, dans certaines circonstances, l'IRM encéphalique, la neurophysio, notamment avec les électroencéphalogrammes et les EMG, c'est-à-dire les électroneuronomyogrammes. Le test génétique qui aujourd'hui permet de shunter des fois la biopsie et ça nous permet d'avoir une orientation rapide, un diagnostic avec une corrélation clinique qui nous permet d'avancer très vite. La biologie permet de camper les éléments du diagnostic de gravité. Souvent, nous avons une anémie qui est là, carentielle. Nous pouvons avoir une hypoprotédémie et surtout des carences vitaminiques. Et le résultat que nous retrouvons en consultation, c'est souvent c'est une fille même, une fille d'âge scolaire de 9 ans, reçue tout récemment en consultation pour prise en charge tout simplement d'une paralysie cérébrale associée à une épilepsie, mais les parents n'évoquent pas le retard saturopondéral. Voyez-vous, c'est une fille de 9 ans qui fait 10 kilos, 10 kilos, et qui a fait l'objet d'hospitalisations multiples pour des états de mal épileptiques dans un contexte infectieux. C'est dire que si on améliore, en tout cas, la charge protéinique, l'alimentation de cette fille, on pourra en tout cas mieux asseoir le projet de rééducation, puisque cette prise en charge, jusqu'à ce jour, elle était parcellaire. C'est les antiépileptiques qu'elle prend, c'est la kinésithérapie, mais on n'insiste pas sur la nutrition. Donc, c'est l'occasion de corriger
de prendre recours chez les pédiatres, les nutritionnistes pour améliorer le quotidien de ces enfants-là et faire intervenir l'équipe pluridisciplinaire, notamment les ergothérapeutes. La prise en charge, elle sera multidisciplinaire avec beaucoup de spécialités médicales en fer de lance, la pédiatrie, la neurologie pédiatrique et le coordonnateur du projet de soins sera le spécialiste en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle. Les paramédicaux, notamment les ergothérapeutes qui vont aider à améliorer les postures et surtout l'alimentation. Nous avons les orthophonistes qui ne sont pas du reste, la psychomotricité, la kinésithérapie avec une approche selon le concept POBAT qui permet à la faveur de l'identification des lésions de comprendre le comportement neurologique du nourrisson de l'enfant et de trouver les moyens de faciliter en tout cas ses mouvements, ses gestuels en tenant compte de la situation clinique. Nous avons également l'appareillage orthopédique et les nutritionnistes. L'approche médicale permettra de poser évidemment le diagnostic positif, mais également le diagnostic de gravité et la mise en route du traitement pourrait éventuellement passer par une hospitalisation dans certaines formes graves. C'est les pédiatres, les neuropédiatres qui vont initier les supplémentations et la prise en charge des comorbidités, notamment les crises convulsives, et peuvent aider à la guidance du projet thérapeutique, peuvent aider également à réorienter le malade dans un dispositif clair par rapport à sa prise en charge. L'approche paramédicale fera intervenir notamment des non-médicaux avec les services sociaux, les services administratifs et tous les démembrements de l'État qui peuvent aider à la prise en charge holistique du handicap, notamment les centres spécialisés et les ministères appropriés. Et cette approche paramédicale suppose la formation, en tout cas de nos paramédicaux, dans des sous-spécialités qui se font encore rares dans le pays, notamment l'ergothérapie, quasi inexistante, l'orthophonie, quasi exclusivement dans le privé, de même que la psychomotricité, l'accompagnement des familles sur le plan psychologique. Et nous, dans notre pratique courante, nous avons des stratégies de rééducation à base communautaire avec des rencontres que nous initions avec d'autres partenaires et surtout les associations. Nous avons notamment l'association des familles et d'enfants atteints de paralysie cérébrale. Nous avons des partenaires espagnols, les enfants de la pouponnière. Et cela permet en tout cas de faire des échanges de bonnes pratiques. C'est une forme également de thérapie de groupe, de psychothérapie de soutien et une occasion de guidance dans la prise en charge parce que beaucoup d'enfants viennent dans ces, en tout cas, rencontres avec leurs parents et n'ont jamais vu la tronche, en tout cas, d'un spécialiste et ne savent pas réellement ce qui arrive à leurs enfants vu les considérations mystico-magiques que nous voyons dans, en tout cas, la perception du handicap en général dans nos pays. Par exemple, nous pouvons avoir des interventions spécifiques pour l'allaitement avec les postures, utilisant des coussins, des agents épaississants pour éviter les troubles de la déglutition. Il faut également qu'il y ait un prolongement, en tout cas, du temps d'allaitement en insistant sur les positions et pour ce qui est du handicap moteur, il n'y a pas de convention, c'est du sur-mesure. Il faut, en fonction, en tout cas, du handicap de l'enfant, trouver avec l'ergo et les kinés les meilleures postures, en tout cas, qui permettent une déglutition satisfaisante, une bonne digestion, en insistant sur le fait que plus la posture de l'enfant tend vers la verticalisation, mieux on aura une meilleure digestion. Mais il faut tenir compte, en tout cas, des cas particuliers, parce que le handicap, c'est une présentation clinique diverse. Donc,
il faut tenir compte, et c'est du sur-mesure pour chaque enfant, pour chaque parent, pour chaque situation. On doit trouver les moyens d'avoir une posture appropriée. Et en définitive, il faut reconnaître que ces carences nutritionnelles sont fréquentes, sont fréquentes et doivent faire l'objet d'études, en tout cas scientifiques, au niveau des structures spécialisées, également au niveau des grands centres hospitaliers et même au niveau périphérique décentralisé. Cela passera par, en tout cas, euh, des abacs clairement, en tout cas, utilisable, facile à utiliser au niveau des structures pour des détections précoces, en tout cas des troubles nutritionnels chez les nourrissons et les enfants handicapés moteurs. Et il faut relater ce défi qui nous engage tous d'une prise en charge multidisciplinaire qui suppose la formation et la mise à disposition de beaucoup de compétences qui se font rares, même dans les capitales, encore moins dans les régions. Et nous devons également nous atteler à mettre à la disposition des populations des structures dédiées à la prise en charge réadaptationnelle du handicap moteur partout où le besoin se fera sentir, ça partout dans nos pays. Et cela passera par une collaboration multidisciplinaire de manière factuelle pour la prise en charge, mais également, il faut reconnaître que la prise en charge du handicap est une préoccupation transversale, interministérielle, et c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci de votre aimable attention.